Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette soirée spéciale élection législative. Dans un mois, vous êtes invités à choisir votre député, cette femme, cet homme qui va voter les lois pour les 5 prochaines années. Au lendemain du 19 juin, ils seront 27 Bretons à siéger à l'Assemblée nationale pour vous faire vivre cette campagne au plus près du terrain et de ses enjeux. France 3 Bretagne, en partenariat avec France Bleu et Ouest France, vous propose au fil des semaines des débats sur plusieurs circonscriptions, 2 par département. Ce soir, dans la seconde partie de cette émission, Robin Durand vous emmènera dans les Côtes d'Armor, mais tout de suite, place à l'Ille-et-Vilaine. L'Ille-et-Vilaine pour ouvrir ce débat cette soirée. Avec moi pour animer ces 2 débats de 26 minutes, Céline Guettas de France Bleu Armorique. Bonsoir Céline. Ce soir, nous allons commencer par la 7e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Et on part sur le littoral avec cette 7e circonscription qui s'étend de Cancale à Saint-Briac en passant par Saint-Malo et Dinard. Plus au sud, elle s'étale dans les terres de Dol de Bretagne à Pleurtuis. En 2017, les électeurs de cette circonscription ont choisi pour député le candidat LR. Gilles Lurton arrivait largement en tête du duel face à la candidate En Marche Valérie Fribol. Gilles Lurton qui a laissé sa place à son suppléant à l'Assemblée Jean-Luc Bourgeot lorsqu'il a été élu maire de Saint-Malo il y a maintenant 2 ans. On notera qu'au premier tour de la présidentielle, il y a un mois, dans cette circonscription, Emmanuel Macron est arrivé largement en tête des suffrages devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Une circonscription qui tient donc à cœur à nos invités. Jean-Luc Bourgeot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député sortant, suppléant donc de Gilles Lurton en 2017 et vous avez été investi par les Républicains et l'UDI. Anne Le Gagne, bonsoir. Vous êtes chef de file de l'opposition municipale à Saint-Malo et vous êtes la candidate Ensemble pour la majorité présidentielle. Très heureuse. Nicolas Guivarch, bonsoir. Vous êtes candidat de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale et vous êtes issu de la France insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Evelyne Lemoine, bonsoir, candidat du Rassemblement national. Et enfin, Bonsoir à vous. Pardon. Et enfin, Eliane Leclerc, vous êtes candidate de l'Union démocratique bretonne. Bonsoir. Bienvenue. Alors, d'autres candidats se sont fait connaître. En voici la liste. Je vous précise que durant ce débat, nous respecterons l'équité du temps de parole qui sera décompté depuis la régie. Voilà pour ces autres candidats. Dans votre circonscription essentiellement littorale, un thème s'impose, celui du logement, entre la hausse du loyer ou des prix immobiliers, la problématique des logements saisonniers également. Le sujet est sensible, comme en témoigne ce reportage d'Hélène Pédèche et Philippe Quéroux. Du jamais vu. Derrière ce paysage de cartes postales, Saint-Malo bat tous les records d'inflation immobilière. Sur l'année écoulée, le prix des appartements a augmenté de 10%, celui des maisons de 19%. Une demande supérieure à l'offre et un marché dopé par les investisseurs et les particuliers, venus notamment d'Île-de-France. Ce flux, donc région parisienne, il est quand même chiffré aux alentours de 20%. Ce qui veut dire qu'on a pratiquement un acquéreur sur 5 qui arrive avec un pouvoir d'achat plus fort, parce que quand on voit les salaires moyens à Paris, on est pour ainsi dire 2 fois plus fort qu'en province. Et puis, si ces personnes ont déjà fait de l'épargne immobilière, se retrouvent avec un capital qui n'est pas du tout, évidemment, dans les mêmes proportions que ce qui se pratique ici. Avec un prix du mètre carré supérieur à 5 000 € en appartement, les jeunes actifs ne parviennent plus à se loger à Saint-Malo, là où ils travaillent. Conséquence, des problèmes de recrutement, notamment dans le secteur du tourisme. Dans ce quartier très prisé de la cité corsaire, à 300 mètres de la plage, cette résidence accueille depuis quelques mois des primo-accédants, comme Pavana. Je ne pensais pas que j'allais devenir propriétaire un jour sur Saint-Malo. Et puis le programme qui était fait ici m'a permis d'accéder à la propriété. On peut parler d'une division par 2 du prix du mètre carré pour un logement. Ces jeunes propriétaires ont pu acheter grâce à un dispositif récent, le bail réel solidaire. L'habitant possède les murs et loue le terrain pour quelques euros par mois. L'objectif, c'était ça aussi, c'était de pouvoir offrir sur des territoires aujourd'hui inaccessibles si on est dans du libre, des logements accessible à des jeunes ménages en devenir. Et donc les ménages, 80% des ménages qu'on a sur les premiers programmes de Saint-Malo, ils sont des ménages de l'agglomération. En contrepartie, la revente du bien donnera lieu à une plus-value limitée.
Sur la côte d'Émeraude, d'autres programmes d'accession similaires sont en projet. Sur les remparts, la bulle immobilière n'est pas prête d'éclater. À l'avenir, de moins en moins de Malouins pourront se permettre de faire le grand plongeon. Sans volonté politique, on est voué à donc 100% à la loi du marché. Or, la loi du marché, elle sera toujours à la hausse, puisqu'on a encore une fois un déséquilibre très très fort entre l'offre et la demande et que ça ne peut aller qu'en s'accentuant. Alors vous l'avez entendu dans ce reportage, sans une volonté politique, c'est la loi du marché qui s'impose, nous dit un notaire. Jean-Luc Bourgeaud, depuis que vous êtes député à l'Assemblée depuis 2 ans, est-ce que vous avez pu agir concrètement sur cette question ? Il y a eu une loi, vous savez, la loi climat et résilience. Par contre, je ne suis pas sûr qu'elle produira les effets qu'on espérait, puisque forcément, on voit bien la problématique, ça a été dit dans le reportage. Moi, je ne crois pas à une seule loi, je crois plutôt à une multitude d'actions pour réussir on va dire, à redonner du logement, surtout pour les habitants, puisque la problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'habitants, d'enfants d'ailleurs, de Malouins, qui aujourd'hui ne peuvent pas se loger sur Saint-Malo. Et là, il va falloir qu'on trouve encore d'autres artifices. Celui qui a été... Parce que ce qui a été fait jusque-là, alors, ça suffit pas. Celui qui a été présenté, c'est un bon début, mais il n'y a pas qu'une solution. Moi, je crois aussi beaucoup à un travail aussi de tous nos bailleurs sociaux. Il faut qu'on fasse encore plus. Je sais que c'est difficile parce que cette loi résilience, elle met des contraintes. Et d'un autre côté, vous avez vu, quand on achète quelques habitations pour faire des immeubles, immédiatement, c'est très mal compris par le voisinage. Donc on voit bien que il y a beaucoup d'actions qui paraissent simples, mais qu'en fait, elles sont assez compliquées à mettre en place, quoi. Anne Le Gagne, le bail réel solidaire qu'on vient de voir dans le reportage, c'est une niche en fait. Comment on fait pour aller plus loin ? Alors, le sujet du logement, c'est un sujet majeur pour Saint-Malo. C'est un sujet majeur pour tous les acteurs. 30% de notre budget passe dans le logement. C'est un sujet de pouvoir d'achat, c'est un sujet aussi de fracture sociale. Et l'éloignement des villes vers la périphérie, ça a un coût pour les familles modestes. Alors qu'est-ce que vous proposez le bail social et solidaire, c'est essentiel et je pense qu'il faut le déployer. Ça permet effectivement de baisser le coût de 50%. Il faut réhabiliter les logements en cœur de ville. Et il faut aussi permettre des logements sociaux, majorer les HLM, 110 000 HLM, en tous les cas programmes sociaux prévus par an. Et puis il y a un sujet majeur, moi, qui me tient à cœur, c'est pour les jeunes, c'est pour les saisonniers, avec la mise en place d'une plateforme, une solution de logement par jeune. On l'a fait pour les emplois, et ça doit marcher aussi au plus près du terrain. Et enfin, pour les personnes âgées, Jean-Luc parlait de ce qui a été fait par le gouvernement. Moi, je tiens à souligner ce qui a été fait au niveau de la loi ADAPT, c'est-à-dire une loi qui a permis la prise en charge de 70% des travaux qui sont réalisés dans une maison pour permettre aux personnes âgées, et on en a beaucoup sur le territoire, de rester chez eux jusqu'à la fin de leur vie. Nicolas Guivarch, vous êtes d'accord aussi sur le fait qu'il faut construire plus de logements sociaux, y compris dans Saint-Malo ? Oui, nous, c'est évidemment pas la logique du marché qui nous anime. Moi, je suis un candidat pour la justice sociale. Mais c'est la logique qui s'impose aujourd'hui, donc comment on fait ? Justement, voilà. Donc, on pense qu'il faut sortir des défiscalisations, des systèmes de défiscalisation d'habitat, les lois Pinel. Donc, ne plus permettre à des gens qui souhaiteraient être propriétaires pour louer de le faire ? Ben si, mais en fait, il faut encadrer ça. C'est-à-dire que là, actuellement, on a besoin de logements dans nos cœurs de ville, et en fait, ces défiscalisations coûtent plus cher à l'État que la construction de HLM. Si on prend la ville de Saint-Malo, par exemple, la quasi-totalité des résidents en HLM de la ville de Saint-Malo, à l'heure actuelle, ne pourraient pas retrouver un logement locatif hors HLM. Donc nous, c'est ça qu'on veut mettre en place. On veut que dans chaque plan de construction neuve, il y ait 30% de logements HLM. Au-delà de l'obligation des 20%. Voilà. Eliane Leclerc, vous, avec l'UDB, c'est le statut de résident que vous défendez. Voilà, oui. Est-ce que l'attractivité de votre circonscription, c'est un atout économique ? Est-ce que ce statut de résident n'irait pas contre cette attractivité ? Non, il n'irait pas contre cette attractivité parce qu'il concernerait une marge minime des résidences, mais c'est un outil pour réguler l'offre sur le marché. Donc le principe ?
Le principe, c'est on demande aux résidents, enfin on demande aux acquéreurs d'avoir résidé plus d'1 an sur le territoire pour pouvoir acquérir un logement. Est-ce que c'est un... Est-ce que Dylan Lemoine, ce statut de résident, je ne sais pas si vous êtes... Nous, on est pour la priorité à l'accès aux logements sociaux pour les Français. Car nous sommes en France, il est tout à fait normal que les Français puissent avoir accès en priorité aux logements sociaux. Ensuite, bien sûr, on subit une écologie punitive. Donc à partir de 2025, une loi est passée disant que tous les logements qui sont chauffés au fioul comme au gaz seront interdits à la location. Et ceci, nous ne pouvons pas le tolérer, car ça va encore augmenter cette demande, car les propriétaires, ils vont probablement pas changer leur chauffage, leur chaudière, ce qui va faire que ça va... Donc c'est des lois trop contraignantes? Alors c'est trop contraignant, mais la chose c'est qu'il faut qu'on voit plus large dans le temps, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, pour trouver une autre solution. Dans 10 ans, dans 20 ans, vous n'avez pas l'air d'accord? Non, dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est beaucoup trop long. Je pense qu'une des mesures majeures qu'il va falloir prendre et immédiatement, c'est de faire confiance aux maires, c'est de faire confiance aux élus de proximité pour leur déléguer justement cette part. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de dispositifs nationaux, on n'a pas une politique nationale. Je pense justement qu'il est fondamental aujourd'hui de redonner les manettes en proximité. On voit bien que dans la crise Covid, c'est ce qui a fonctionné. Et là, il faut redonner les manettes aux maires pour qu'ils puissent en proximité avoir la politique du logement qui correspond aux besoins de la population. Sur notre territoire, c'est un besoin de Alors population. justement, là, le maire, Monsieur Lurton, enfin la municipalité a pris des mesures pour des quotas pour les logements Airbnb. Saint-Malo est la championne de France de ces logements. Ça a été brutal. Bon, on n'a pour le moment pas la solution miracle. Je pense que ça doit être débattu au niveau national, parce qu'on ne peut pas faire des mesures au niveau des municipalités. C'est vraiment que si on est à Saint-Malo ou à Dinard ou à La Baule, il faut vraiment que les mêmes mesures soient identiques. Jean-Luc Bourgeot, peut-être, vous défendez peut-être ce dispositif qui impose des quotas? À l'époque, je m'étais exprimé aussi. Je trouve que, et là je rejoins un petit peu, c'était plutôt sur la sanction, c'est-à-dire un tas d'articles plutôt sur la répression que l'encouragement. C'est ce qui a été un petit peu dénoncé. Les mesures, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, mais c'est toujours avec derrière des Donc restrictions. vous regrettez les mesures prises à Saint-Malo? Non, ce que je veux dire, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut inciter, et parce que là, je ne parle pas pour la mesure précise. Parce que moi, on était sur la mesure Airbnb. Sur celle-ci, on se comprend pas bien, je pense. Oui, voilà, sur celle-ci, il n'y a aucun souci. Et bien au contraire, j'ai tous les maires qui me demandent comment faire pour étudier aussi sur leur commune, parce que finalement, vous prenez cette mesure à Saint-Malo, mais immédiatement, ça se reporte sur Dinard. C'est-à-dire que si les gens ne peuvent pas investir sur Saint-Malo, il faut que ça soit au niveau national, il faut que ça soit discuté au niveau national. Ils vont le faire sur Cancale, ils vont le faire après un peu plus loin. C'est un sujet d'équité. Voilà. C'est un sujet d'équité. Il faut que ça soit fait au niveau national, il faut que ça soit fait au niveau national avec l'ensemble des partenaires. Il doit être fait au niveau national. Tout à fait. Parce que sinon, effectivement, on reporte le problème. Enfin, on met en difficulté. Donc c'est un mauvais dispositif finalement à Saint-Malo, parce que ou alors vous êtes précurseur. Non, au contraire. Oui. Le maire de Saint-Malo, Gilles Lurton, a été précurseur. Son équipe a été précurseur, et on voit bien d'ailleurs, ça a été repris dans les médias nationaux, ça a été précurseur, et bon, ça c'est une solution, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'aimerais revenir sur ce que vient de dire le candidat pour le Rassemblement national. Il nous parle de 10 à 20 ans. Or, on sait que l'urgence... Vous êtes sur bien sur le logement. Sur le logement et les conditions du réchauffement climatique. L'idée qu'on va attendre un nouveau moyen de chauffage dans 20 ans, c'est une aberration. Oui. On a, tous les experts nous disent qu'on a 3 à 4 ans pour réagir. Donc il est urgent de réagir, et notamment, par exemple, encourager l'utilisation de matériaux, briques, je vous rejoins, etc. Et quand on voit les constructions qui ont poussé dans le centre de Saint-Malo, on voit bien que ce n'est pas le critère écologique qui domine. Non, ça, mais je vous rejoins, mais le problème, c'est qu'on ne va pas avoir le temps qu'on rénove ces bâtiments et qu'on les change, on va dire, qu'on les change de destination. On ne va pas avoir le temps de loger. On va pas avoir le temps de loger. Pourtant, c'est ce qui est fait depuis quelques années dans le cadre de l'ANRU, et je pense qu'il faut effectivement accélérer sur ce sujet-là avec un programme important de rénovation et de réhabilitation. C'est fondamental. Nous allons nous-mêmes accélérer, passer au deuxième thème de ce débat. C'est Nicolas Carnec de la rédaction Ouest France de Saint-Malo qui vous propose cette question, puisque Ouest France est notre partenaire sur ce débat.
Bonjour. Depuis 2 ans, le projet de futur hôpital du secteur de santé numéro 6 a été lancé dans le cadre du plan Ségur avec des financements à hauteur de 100 millions d'euros pour un budget total de 400 millions d'euros. La première zone choisie, c'était la zone Atalante sur le secteur de Saint-Jouan-des-Guérets, après moult discussions. Aujourd'hui, il semblerait que ce site ne soit plus d'actualité, que le projet évolue encore. Quel est votre avis, à vous, candidat aux législatives, sur ce projet de futur hôpital ? Alors notre confrère le dit bien, ce nouvel hôpital pose beaucoup de questions. Nicolas Guivarch, vous êtes très critique à l'égard de ce projet. Est-ce qu'un nouvel hôpital, pourtant ce n'est pas une bonne chose pour un territoire, pour les soignants et pour les patients? Ce n'est pas une bonne idée ce nouvel hôpital? C'est formidable, on en a absolument besoin. Mais vous êtes quand même très critique. Très critique, c'est le mot. C'est-à-dire que dans ce type de projet, la pandémie nous a au moins appris quelque chose. C'est que cette idée que le privé peut tout régler, eh bien l'hôpital public a montré, par le courage des gens qui y travaillent, que c'est absolument fondamental. Donc c'est un sujet central. Donc, puisque c'est central, il faut que ce projet il se fasse en collaboration avec les habitants. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que ce projet il se fait pas en collaboration? On a énormément de mal à obtenir des informations. Je fais partie du collectif Le Monde d'après, qui depuis 1 an réclame des documents publics qu'on nous refuse. Il a fallu qu'on saisisse la CADA pour enfin obtenir quelques informations. Mais alors, est-ce que cet hôpital, c'est quand même une bonne chose? Il faut qu'il soit implanté à Saint-Malo, il faut qu'il y ait un nouvel établissement, c'est sûr? Oui, mais il faut repenser la politique de santé. L'hôpital ne résoudra pas tout. Il va falloir des centres de santé primaire qui vont permettre de désengorger les urgences, par exemple, par rapport à ce qui se passe actuellement. Et nous, ce qu'on craint, c'est que ce nouvel hôpital, qui va être bien sûr une structure moderne, il soit, dès sa construction, saturé. C'est-à-dire que, quid des habitants de Dinan? On sait bien que la maternité a déjà fermé à Dinan, que les urgences à Dinan, tout le monde sait que dans un délai assez bref, ça finira par fermer. Et donc, on risque d'avoir une structure bien sûr neuve, mais totalement saturée dès sa construction. Éliane Leclerc, vous êtes aussi critique sur le manque de concertation. Vous partagez un peu la même critique, monsieur? Tout à fait, parce que alors, effectivement, même les personnels ont eu des difficultés, les représentants du personnel ont eu des difficultés à obtenir les documents pour assister aux instances paritaires. C'est quand même aberrant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'hôpital, effectivement, il sature à Saint-Malo, il date, il faut l'aménager, il faut le reconstruire. Le problème, c'est sa situation. Et vous êtes favorable de quel emplacement? Il y a plusieurs. Alors, il y a plusieurs emplacements et ça change. Les emplacements à Saint-Malo, voilà, sur Saint-Jouan-des-Guérets, sur Châteauneuf. Voilà, on a appris dans la presse hier que c'était plutôt à l'intérieur de Saint-Malo que finalement l'emplacement se ferait. On voit qu'il n'y a pas non plus de concertation avec les populations alentours de cet emplacement plus ou moins choisi. Il y a un manque de transparence, on va dire. Jean-Luc Bourgeot, est-ce que vous avez des informations, vous, sur l'emplacement de ce nouvel hôpital? Est-ce que vous le savez? Certainement plus que nous. Alors, je vais beaucoup vous décevoir, mais les députés... justement, non. Les députés, y compris mon collègue... Là, on est en train de parler du député. Donc, mon collègue des Côtes-d'Armor était comme moi. Bon, voilà. Mais moi, je comprends qu'il y a un temps de travail. Il y a un temps de travail. Et moi, je fais attention à ne pas tout mélanger. Donc cet hôpital, déjà, je crois que c'est de l'intérêt du territoire. Et là, je défendrai, si demain je défendrai parce que c'est une chance. C'est une chance pour nous. C'est une chance parce qu'on parle du plateau technique, on parle de cet investissement. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est un ensemble. Il y a la réhabilitation de Dinan et de... Si. Il y a la réhabilitation de Dinan et de... Il y a beaucoup de travaux de prévus aussi à Dinan et à Saint-Malo. Et moi, je dis... Non, mais bon, après, on peut ne pas partager, mais pour finir quand même, Dinan ne sera pas délaissé dans ce projet, puisqu'on l'entend de la part des soignants. Dans le projet de territoire. Et franchement, il a été travaillé quand même par la communauté médicale. Moi,
je salue ce travail, déjà, parce que ça dure depuis des mois, voire presque plus d'une année. Je trouve que c'est formidable. Et pour notre territoire, c'est formidable. Franchement, si demain, on se chamaille pour est-ce que tel service va être à Saint-Malo, tel service va être à Dinan, on peut tout perdre. Rien n'est signé aujourd'hui. N'oubliez pas que rien n'est signé aujourd'hui. Anne Le Gagne, vous êtes médecin, donc ce dossier, vous l'avez suivi. On en est où? Est-ce que vous avez des informations plus proches? Je suis médecin, je suis praticien hospitalier, je suis gériatre. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans à l'hôpital de Saint-Malo et de Cancale. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que de toute façon, l'hôpital de Saint-Malo aujourd'hui, c'est une passoire énergétique. Il est construit sur un marais et on asphyxie dedans. Donc, de toute façon, il va falloir trouver une solution. La solution, alors, plus près de Saint-Malo, plus près de Dinan ? La solution, quand même, juste avant de répondre à cette question, la solution, c'est passé par le Ségur. Et moi, je rends hommage à Hervé Berville, qui est le député de la majorité présidentielle, qui a porté ce dossier, qui a été le premier dossier retenu dans le cadre du contrat d'investissement dans le cadre du Ségur. C'est une chance pour la population, en termes de santé publique et en termes de santé. C'est une chance pour les habitants. Modernité, qualité, sécurité des soins. C'est une chance pour les soignants. C'est une chance pour les soignants que je représente aujourd'hui aussi. Allez dire ça aux habitants c'est une chance. C'est une chance. Attendez, excusez-moi. C'est une chance pour les soignants parce que ça va nettement améliorer leur qualité de vie au travail. Par contre, effectivement, il faut qu'il y ait de la concertation. Il faut qu'il y ait de la concertation avec les habitants de l'ensemble du territoire. Il faut qu'il y ait des concertations avec l'ensemble des élus. Moi, je suis un peu effarée que M. Bourgeot n'ait pas plus d'informations que nous. Et par ailleurs, effectivement, il faut assurer que ce lieu qui sera un lieu d'attractivité, qui devra être magnétique, qui permettra à des premières années de médecine de venir sur le territoire, soit au cœur du territoire. Il faut aussi des moyens pour cet hôpital. Vous craignez, vous, que ce soit l'occasion de supprimer des lits ? Bien sûr, c'est ça. Est-ce que cette fusion entre l'hôpital de Dinan, l'hôpital de Cancale et l'hôpital de Saint-Malo... Non, il n'y aura pas de fusion avec l'hôpital de Cancale. L'hôpital de Cancale, il reste là où il est. Cette fusion entre Dinan et Saint-Malo, est-ce que ça ne cache pas derrière des suppressions de postes, des suppressions de listes ? Parce que nous ne tolérons aucune suppression de poste ou de lit. C'est l'ARS qui pilote. Donc l'ARS, on peut en parler aussi, l'ARS. Je peux vous rassurer, c'est un projet qui est sur la table depuis 1999. 1999, il a été sur la table. 2009, il a été sur la table. 2019, il a été sur la table. Et là, on s'en est saisi grâce au Ségur. Par contre, effectivement, il faut faire confiance. Il est financé, ce nouvel équipement complètement. Il y a 100 millions. Sur les 400 millions de Et ensuite, il y a effectivement, c'est un sujet très important. Il y a 300 millions à trouver. C'est effectivement comment on assure l'équilibre médico-économique sans gérer de la tension et la nécessité de surconsommer des soins ou en tous les cas d'activer la C'est une chance absolue pour le territoire. C'est une de vos inquiétudes, le financement, parce qu'on a malheureusement l'expérience de certaines structures dans des partenariats publics-privés qui se sont terminés par des catastrophes. Donc il ne faut pas aller dans la précipitation. C'est trop sérieux, il faut prendre le temps, il faut construire ça en collaboration avec les habitants pour que ce soit notre hôpital. Moi, je suis un peu inquiet de ce que je lis dans les journaux ces derniers jours sur quand même les personnes qui normalement sont bien au courant du dossier. Exemple, le maire de Saint-Malo qui dit ne pas avoir plus d'informations entre le mois de mars et que le projet a changé un peu. Et moi ça m'inquiète un peu. Monsieur le député, après, je pense qu'il y a une chose entre ce que probablement le maire sait et ce qu'il dit dans les journaux. J'ose espérer. On va rester là sur ce dossier. On a compris que c'était un dossier où il fallait à la fois de la concertation et des progrès. Alors avant de conclure ce débat, une dernière question va être posée à chacun de vous. En une phrase, quelle est la première proposition de loi que vous défendrez à l'Assemblée ? Monsieur Bourgeot, vous avez 30 secondes. Alors, comme j'ai 30 secondes, je vais pouvoir vous dire... Non, moi, une des premières choses que je vais continuer de défendre, c'est la pêche. Parce qu'avec le Brexit, n'oubliez pas que pour l'instant, rien n'est réglé sur le remplacement des bateaux. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que, vous voyez, ce n'est pas une mesure que, on va dire, malouine, c'est pour tous nos pêcheurs français. Et là, il y a encore un combat à mener parce que sans renouvellement des bateaux, c'est la fin de notre pêche côtière. Et puis, en ce qui me concerne, la première loi, je suis pour remettre la demi-part des veufs et des veuves parce que je trouve qu'il y a une injustice sociale. Ça vous fait 2 sujets, donc. Anne Le Gagne, à vous pour cette question prioritaire. Moi, c'est la loi grand âge. Ce sera effectivement la première loi comme députée que je déposerai à l'Assemblée nationale. C'est un choix de société. Il faut permettre aux personnes âgées de vivre le plus longtemps possible dans leur domicile. Il faut permettre à leurs aidants d'être accompagnés. Et effectivement, il faut
passer l'accélérateur sur la revalorisation des salaires des personnes qui interviennent auprès de ces personnes âgées. C'est un sujet de société majeur. C'est comment, effectivement, on traite les plus vulnérables et les plus fragiles. Les choses ont un prix, l'homme a une valeur, et cette valeur, c'est sa dignité, c'est intangible et inaliénable. Monsieur Guivarch, c'est à vous. Alors, votre dossier prioritaire à l'Assemblée? Alors, comme je vous l'ai dit en présentation, nous, c'est la justice sociale et écologique qui nous anime. Donc, l'eau est un bien commun et dans un contexte de sécheresse et de pénurie d'eau, il nous semble essentiel d'inscrire dans la Constitution l'accès à tous les Français à l'eau et à l'assainissement, notamment avec des choses concrètes comme les premiers mètres cubes gratuits, parce que sans eau, on meurt au bout de 3 jours. C'est donc une nécessité absolue et ça doit sortir du marché. Merci. Voilà. Dylan Lemoine, à vous. Donc, pour moi, le premier projet de loi que je défendrai, ce sera par rapport au pouvoir d'achat. Donc, en effet, le pouvoir d'achat a été une grande thématique pendant la campagne des présidentielles et avec mes collègues qui seront élus à l'Assemblée nationale du Rassemblement national, nous défendrons le pouvoir d'achat en baissant la TVA sur les énergies, toutes les énergies, donc le carburant, le fioul, le gaz, etc., de 20% à 5,5%. Eliade Leclerc, vous avez le mot de la fin. Merci. C'est le domaine social qui nous intéresse et pour en revenir sur le premier sujet, c'est donc le fait de pouvoir obtenir un logement à des prix abordables que nous souhaitons mettre en avant, notamment avec l'expérimentation du statut du résident en Bretagne et aussi l'accroissement de l'encadrement du taux des locations de courte durée. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Bonne campagne. Précisons que dans cette circonscription, d'autres candidatures se sont fait connaître, liste qui peut éventuellement être amenée à évoluer car elles ne sont pas closes avant le 20 mai, donc à ce jour par ordre alphabétique. Soumaya Ben Mohamed, Union des démocrates musulmans français, Édouard Descottes, Lutte ouvrière, Marie-Thérèse Drelon, Parti animaliste, Christophe Fichet, Divers droite, Jean-Michel Groisier, Parti ouvrier, Étienne Grenet, le Parti breton et Leïla Marie Rosenstech pour Reconquête. Et maintenant, place au débat sur la 8e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Merci. Poursuivons la soirée avec une seconde circonscription, la 8e. Cette 8e circonscription, elle comprend de nombreux quartiers rennais, du centre-ville à la Bellangeraie jusqu'à la Prévalais, mais elle englobe aussi plusieurs communes de la métropole, l'Ermitage, Saint-Gilles, Mordel ou Chavagne. En 2017, avec 60% des suffrages, le candidat En Marche, Florian Bachelier, a fait son entrée à l'Assemblée. Les électeurs l'ont préféré à la candidate de la France Insoumise, Enora Lepape. Florian Bachelier, qui occupe également depuis 5 ans le siège de questeur à l'Assemblée nationale. Dans cette 8e circonscription, on rappelle le résultat du premier tour de la présidentielle il y a un mois. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont réalisé quasi le même score en tête du scrutin devant Marine Le Pen. Et pour débattre de l'avenir de cette 8e circonscription, nous accueillons Florian Bachelier, donc député sortant avec l'étiquette de La République En Marche. Bonjour. Vous avez été investi par Ensemble pour la majorité présidentielle. Bonsoir. Nous sommes également, bonsoir, avec Mickaël Boulou, maire socialiste du RE, candidat la NUP, la Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale. Bonjour. Face à vous, Maëlle Tournade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes encarté chez les Républicains et vous avez été investi par la liste de la droite et du centre. Vous êtes étudiant. Tout à fait. Rodolphe Yavory, bonsoir, conseiller municipal à Saint-Jacques-de-la-Lande et investi, vous, par la Fédération de la gauche républicaine. Bonsoir. Et enfin, Régis Barbier de Préaudeau, bonsoir. Vous êtes investi par Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Bonsoir. Merci à tous de votre présence. D'autres candidats se sont fait connaître sur cette circonscription. En voici les noms. Je vous rappelle que pendant ces débats, nous respecterons l'équité du temps de parole qui sera décompté depuis la régie. Alors, dans cette circonscription, en grande partie urbaine, une problématique importante, celle de la mobilité des transports. En guise d'introduction, voyez ce reportage d'Hélène Pédèche et Bruno Van Wassenhoff. Les transports doux, c'est le choix qu'ont fait ces habitants d'une commune de la 2e couronne rennaise. Plusieurs fois par semaine, Maud et Vincent enfourchent leur vélo pour aller travailler dans le centre de Rennes. 12 km qui n'ont rien d'une promenade de santé. Pour aller à Rennes, je suis vite coincée par le fait que les itinéraires ne sont pas sécurisés. La départementale, elle est très dangereuse, il y a énormément de circulation.
elle est vraiment pas large. Il y a beaucoup de camions, beaucoup de voitures. Donc aujourd'hui, prendre cette route-là, c'est vraiment pas adapté. Sur ce trajet, moins de la moitié est aménagée en piste cyclable. Seules alternatives, faire un détour de 5 km par une commune voisine ou bien emprunter ce chemin privé, pas l'idéal non plus. C'est un chemin qui est vraiment pas praticable, il y a beaucoup de cailloux. Il faut vraiment être équipé en vélo tout terrain pour passer. Ces habitants demandent donc que le chemin privé soit aménagé rapidement pour les vélos pour rejoindre Rennes en toute sécurité. C'est déjà le cas pour certaines communes de la métropole, mais pas toutes. La volonté politique, elle est présente, mais les moyens alloués sont parfois insuffisants selon les communes dans lesquelles on se trouve, notamment en seconde couronne où on est un peu délaissé par rapport aux aménagements de type réseau express vélo. Le réseau express vélo, comme ce circuit en cours d'aménagement à l'entrée de Rennes. Circuler à pied, à vélo ou en bus, c'est aussi le choix de ce couple rennais. Il y a un an, Hélène et Gaël ont vendu leur voiture personnelle et lorsqu'ils ont besoin d'un véhicule, ils se tournent vers l'autopartage. Quand on a vendu notre voiture, moi je me suis vraiment sentie libérée d'un poids et vraiment d'une part parce qu'on n'avait plus besoin de se soucier que la voiture soit propre, qu'on puisse la garer, qu'il n'y ait pas besoin de se soucier de est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est garé dans le parking pour la sortir. On considère qu'on a divisé le coût de la voiture par deux. En fait, depuis qu'on a vendu la voiture, ça nous coûte à peu près 140 € par mois. Et avant, quand on avait la voiture, j'ai calculé, c'était à peu près le double. J'ai 270 €. À Rennes, l'autopartage séduit de plus en plus de conducteurs. Des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle et plébiscités par la majorité présidentielle. Fin 2019, les parlementaires ont adopté une loi d'orientation des mobilités, visant notamment à les favoriser. Que comptez-vous faire pour permettre à plus de Français et de Françaises d'avoir des moyens de transport alternatifs à la voiture pour se rendre au travail, pour faire leurs courses, pour se déplacer, que ce soit du train du quotidien, du bus, du vélo sur une voie sécurisée, pour que enfin tout le monde puisse avoir sa part dans la réduction de l'usage de la voiture. Alors, encourager les transports alternatifs pour réduire les nuisances environnementales, réduire aussi les bouchons sur la rocade de Rennes, elle est pénétrante, mais c'est une question écologique, c'est une question aussi financière. Pour beaucoup de ménages aujourd'hui, le carburant coûte cher. L'État a donné une aide de 15 centimes par litre pour une durée déterminée. Est-ce qu'il faut continuer à donner cette aide, Michaël Boulou, et peut-être est-ce qu'il faut la conditionner, cette aide, pour qu'elle aille aux plus modestes, ou est-ce qu'il faut la donner à tout le monde? Dans l'immédiat, il faut penser que la plupart de nos concitoyens et concitoyennes n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture, et surtout les plus modestes. Et donc, ils ne peuvent pas dépenser tout leur salaire en essence. Donc il faut continuer à les aider financièrement. Il faut continuer pour l'instant, mais clairement, de plus en plus à condition de ressources. Mais surtout, il faut enclencher une seconde étape, c'est-à-dire d'investir massivement, notamment dans les transports en commun. Nous le faisons en tant qu'élus de terrain. Je sais que nous, les collectivités locales, le faisons, mais nous avons besoin de plus de financement et de faire des grandes lois de programmation pour permettre à nos concitoyens et nos concitoyennes d'avoir le choix. Et il n'y a pas assez aujourd'hui pour qu'on Non, il n'y a pas assez. En fait, il n'y a pas assez de financement. Il n'y a pas assez de financement. Par exemple, sur le ferroviaire, sur la métropole rennaise, pour avoir vraiment des transports du quotidien, il faudrait 800 millions d'euros de l'État. Et il se trouve que l'État n'a fléché que 150 millions d'euros pour l'ensemble des métropoles. Vous voyez que le compte n'y est pas. Donc il faut vraiment des lois de programmation sur les transports beaucoup plus ambitieuse. Florian Bachelier, une loi d'orientation sur les transports. Le sujet le dit bien, c'est un mélange de compétences. Vous parliez de route départementale, c'est la compétence du conseil départemental. Que peut faire le député pour encourager les mesures? Et c'est ce que j'allais vous dire. Nous, chacun des candidats ici représente un bilan de la sensibilité politique qu'il représente. Et puis chacun a aussi une projection, une vision. Et donc ça mêle ce que vous disiez, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, ça mêle la façon dont on produit, on consomme, on se transporte, on se cultive, on éduque, etc. Alors, il y a un changement sujet civilisationnel. Non, mais je dis ça pourquoi? Parce que concrètement, si on prend l'exemple du député Mélenchon que j'ai côtoyé à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, il a voté contre tout ce que vient de préconiser monsieur le maire d'Ureux. Et donc, c'est ce qui peut-être est utile dans le débat aujourd'hui, ce soir, pour les électeurs de la 8e circonscription,
circonscription, c'est de clarifier Alors, qui parle d'où. Le député Bachelier, qu'est-ce qu'il va voter? Mais le député Bachelier aimerait bien continuer le lourd tribut qu'il a avec la majorité Tout ça, c'est pour les présidentielle mobilités accomplie. Non, là, il y a une grosse partie, je vous le laisserai, une grosse partie justement du bilan sur le plan vélo, sur la lutte contre les plastiques, sur l'énergie, la production électrique. Là aussi, il y a des positions qui sont différentes entre Mme Hidalgo, il y a quelque temps, qui se présentait à l'élection présidentielle, et M. Mélenchon, qui est représenté aujourd'hui par M. le maire du Rhône. Qu'est-ce qu'on fait là concrètement sur cette question du pouvoir d'achat et des carburants? Eh ben, concrètement, ce qu'on a prévu de faire, on n'a pas parlé du chèque inflation, on n'a pas donc vous avez parlé des carburants, il y a le chèque alimentaire aussi, ça fait partie du paquet social entre guillemets qu'on veut voter en priorité. Quand on flèche des aides pour des citoyens, il faut que ça soit clair. Si c'est un chèque alimentaire, c'est pas pour payer leur essence. Mais clairement, c'est ce qu'on fait. Mais c'est là où je dis que oui, il faut être clair, et on ne peut pas aujourd'hui sur ce plateau défendre l'inverse de ce que la sensibilité politique qu'on représente à voter. Pas du tout, parce que dans le cadre de notre coalition, notre programme partagé, il est très clair. Il prévoit des investissements. Par exemple, il prévoit des investissements. On est sur les mobilités. Mais c'est un lien, pardon, les voitures électriques. Oui, mais on va pas prendre tous les dossiers. On va prendre solution électrique. C'est la même chose. Vous me laissez finir? Bien sûr. Et la parole sera après à M. Le Préaudin. Donc, nous prévoyons des investissements massifs dans les transports en commun. Aussi de baisser la TVA sur les transports en commun pour les rendre plus accessibles. C'est le maire socialiste du Rhône ou c'est le mouvement de Jean-Luc Mélenchon sur les ministres? On va donner la parole sur ce sujet, des mobilités. On vous interrompt. C'est contre le gouvernement. La parole est partagée. On parlait également, puisque vous n'êtes pas tous les seuls sur le plateau. Alors, Régis Barbier de Préaudin. Est-ce qu'il faut, comment on fait pour qu'aujourd'hui les automobilistes puissent laisser la voiture chez eux et effectuer leur trajet autrement? Eh bien, d'abord, il faut savoir que le problème du transport est avant tout un problème municipal et pas un problème de députés. Donc les députés n'ont rien à faire sur ce sujet? Non, ils peuvent orienter un petit peu la politique. Quelle orientation? Alors, moi, je pense qu'il faut effectivement attribuer une certaine somme d'argent pour augmenter le nombre de bus et de lignes de bus qui vont de la banlieue vers Rennes. Parce que c'est là où il y a un problème. Et le parti Reconquête que je représente, ici, va être favorable à mettre en place, et personne n'en a parlé pour l'instant, sur le covoiturage. Et je trouve que moi, pour aller travailler tous les matins, je fais 50 km. Et j'en fais autant le soir pour rentrer, bien évidemment. Le nombre de voitures qui roulent avec une seule personne à bord, c'est impressionnant. Alors, comment vous l'encouragez? Eh bien, c'est qu'il va falloir travailler sur la communication pour encourager le covoiturage, qui est une solution d'avenir. Il ne faut pas d'aide financière, par exemple, pour covoiturer? Il faut une aide financière pour qu'on ait davantage de bus également qui vont de la banlieue jusqu'à Rennes Centre. Donc les bus et le covoiturage, Maël Tournade, oui. Quelle est votre position? Moi, ma position, c'est effectivement de développer des transports en commun qui soient un peu plus performants. Mais je pense qu'il faut un plan plus global. Et au niveau de la législation, je pense qu'on peut faire quelque chose, notamment, pourquoi pas faire un audit sur les grandes métropoles qui réorganisent tout le réseau urbain entre le métro, le tram éventuellement. On a encore besoin d'audit, vous croyez, pour franchement faire le constat aujourd'hui que c'est saturé? Le conseil, il est clair. Maintenant, je pense qu'il faut une réorganisation de ces transports. Moi, je vois... Mais le rôle du député aujourd'hui, c'est d'investir massivement dans des transports durables. Et effectivement, pour beaucoup de nos compatriotes, la voiture, c'est le seul moyen pour aller se déplacer. Quand on fait Saint-Tré et quand on va jusqu'à Rennes... Donc il faut investir dans les voitures électriques, les voitures hybrides? Voitures électriques, alors il faut rouler en voiture électrique et puis il faut avoir un plan massif dans l'hydrogène, notamment 11 milliards jusqu'à 2040. Et ça, je pense que c'est une énergie renouvelable qui permettra, à mon avis, de renouveler une flotte de bus comme le réseau Cestar et qui permettra justement d'avoir réellement des choses qui sont concrètes et pas uniquement du vent, comme le proposait M. Boulot à l'instant. Rodolphe Fiavori, on ne vous a pas entendu. Excusez-moi, Rodolphe Fiavori, on ne vous a pas entendu sur cette question pour la gauche républicaine. On vous laissera répondre après. Je vais parler d'abord et ensuite... Voilà. Rodolphe Fiavori, vous, c'est quoi votre solution? Est-ce qu'il faut, par exemple, développer plus le train? Oui, effectivement, on a la chance sur les circonscriptions d'avoir 2 gares. Je pense à la gare de Saint-Jacques-de-la-Lande et je pense à l'Ermitage. Moi, je suis favorable à ce qu'on... Il y a plus que ça sur le oui, naturellement. Un exemple. Il y a une gare à Rennes. C'est court. Moi, je suis favorable à ce qu'on mette des parkings relais et qu'on fasse un RER à la rennaise, finalement. Mais le vélo, tout à l'heure, par rapport au reportage, moi, je suis favorable à ce que les collectivités territoriales financent davantage l'achat... En tant que député, qu'est-ce que vous ferez? Moi, je mets tout le monde autour de la table de façon à ce qu'on trouve ensemble des solutions. Vous savez, moi, j'habite Saint-Jacques-de-la-Lande. Sur Saint-Jacques-de-la-Lande, nous avons le boulevard Roger Daudin. Moi, j'appelle ça un véritable parking roulant.
J'ai proposé à la maire socialiste et vice-présidente de Rennes Métropole, la Mais là, excusez-moi, on a l'impression que vous vous présentez en tant que citoyen. Non, absolument pas. Vous interpellez le maire. Là, si vous êtes député, qu'est-ce que vous changez? C'est un axe important, pardon. C'est un axe important et tout le monde, les citoyens qui viennent à Rennes voient bien la catastrophe qu'il y a tous les matins parce qu'il y a un manque d'investissement. Moi, je propose de logistique aussi. Oui, mais est-ce que ça doit être géré justement au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que la logistique, je pense que c'est un plan global qu'il faut avoir et qui nous permettra, et pour les grandes métropoles, finalement d'organiser tout le réseau. Et ça, là-dessus, je pense que le gouvernement pourra, je l'espère, et moi j'irai dans ce sens en tant que député, sur un plan logistique global, et pourquoi pas détacher le secrétariat d'État au transport avec un véritable secrétariat d'État qui soit uniquement sur la logistique. Parce qu'aujourd'hui, c'est la logistique. Quand on a été pendant le confinement, quand il y a des arrêts, des fois à la gare Montparnasse, pour faire la liaison avec Rennes, des fois, c'est un capharnaüm. Et c'est la logistique. Il nous reste 20 secondes pour terminer le sujet. Ça passe par le plan vélo, justement, qu'on a mis en place. Ça passe aussi, vous avez raison, sur l'hydrogène, sur la production électrique. Ça, là aussi, regardez ce qui a été fait. Il faut qu'on continue. On laisse juste Monsieur Boulou, vous êtes d'accord? C'est très bien. Pour l'instant, on ne fait rien sur rendre accessibles les véhicules à hydrogène. Et ça, c'est un grand manque. Donc il faut des aides. Actuel. Ça, Et donc, Effectivement, il faut faire terminer juste mon point sur les véhicules électriques. Par exemple, le président de la République a constaté que c'était évidemment bien trop cher d'accès. Et donc, on va mettre en place, on va voter avec cette majorité, un leasing, justement, pour permettre les aides actuelles vont réduire à partir du 1er juillet. Non, rien. C'était aussi dans Je vous propose de passer au thème suivant. Malheureusement, le temps est très compté. Alors, nous poursuivons ce débat avec une question de Yann Armiel-Huette, qui est le chef de la rédaction Ouest France de Rennes. Ouest France, notre partenaire toujours sur ce débat. Depuis septembre 2021, les étudiants de Rennes sont très nombreux à faire la queue devant les épiceries solidaires. Que proposez-vous pour lutter contre la précarité étudiante ? Alors Maël Tournade, je crois que vous êtes vous-même étudiant. Oui, absolument. Je viens d'avoir 22 ans hier. Donc, en école de commerce. Qu'est-ce qu'on fait pour cette situation qu'effectivement on a vue et revue ces derniers temps et qui est assez dramatique finalement pour bon nombre d'étudiants? Alors, c'est vrai que la question est dramatique. Moi, j'ai rencontré ce matin une étudiante qui allait justement en cours, Ophélie, qui m'a dit, pendant le confinement et même au-delà, j'ai dû choisir entre les serviettes hygiéniques et me nourrir. Elle a préféré se nourrir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les étudiants? Je pense que sur un plan global, et c'est ce qu'on propose aux Républicains de manière nationale, c'est un plan, une banque nationale des jeunes, pour proposer et prêter de l'argent pour financer les études de certains étudiants. Alors, on a effectivement une école publique qui est absolument très bien, l'université. Maintenant, je pense que les étudiants aussi doivent se dire... Vous croyez que vraiment un étudiant de 20 ans, il a envie de prendre un prêt pour payer, Alors, excusez-moi, je reprends vos propos, mais ses serviettes hygiéniques et son alimentation? Alors, ça, là-dessus, je pense qu'il faut être clair aussi. C'est-à-dire que tous les étudiants ne sont pas dans cette situation. Maintenant, on Donc, l'a c'est bien sous vu. conditions de ressources? C'est sous conditions de ressources, absolument. Et je pense que ce plan, à mon avis, qui est très bien, il faut le pousser et faire en sorte de discuter avec les chefs d'université, mais également s'inspirer, puisque je suis effectivement en école de commerce, de pouvoir s'inspirer du privé et notamment des bourses au mérite. Je pense que pour le baccalauréat, ce serait intéressant de remettre une bourse au mérite qui permette de donner un petit coup de pouce aux étudiants qui peuvent, notamment pour... Oui, Michael, c'est une solution de droite? Alors, une solution de gauche, quelle est-elle? Est-ce que c'est la garantie d'autonomie proposée par Jean-Luc Mélenchon? Moi, je veux aussi... tous les étudiants, ils ont été marqués par la crise Covid. On l'a vu dans nos entourages proches, ceux qui ont vécu cette période. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire un plan pour la jeunesse et leur faire à nouveau confiance. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Voilà, nous, on a la garantie autonomie de 1 063 € par mois. Donc, il s'agit... Sous conditions de ressources ou sans alors, conditions? en fait, c'est-à-dire c'est sans conditions de ressources à partir du moment où après, vous quittez votre foyer fiscal. Donc, effectivement... Donc, vous n'êtes plus déclaré chez vos parents. Par contre, voilà, on va me dire, je sais, ça coûte cher, mais on est un pays riche. Est-ce qu'on peut laisser faire les files d'attente à l'épicerie sociale? Est-ce qu'on peut laisser? C'est pourquoi vos alliés mélenchonistes ont refusé la garantie visale, ont refusé la revalorisation des bourses, ont refusé les nouveaux logements la précarité étudiante a augmenté. Parce que je vois que vous êtes mal à l'aise avec ça, mais assumez votre bilan. Non, moi je suis très à l'aise. Et c'est ce qui est inadmissible,
c'est de voir Pourquoi est-ce les que files Jean-Luc d'attente Mélenchon, aux épiceries demain, sociales fera aux autre chose que universités ce de la que Reine. vous avez fait Florian pendant Bachelier, 5 vous ans. êtes aussi frappé, j'imagine, par ces Donc la files garantie d'étudiants. autonomie, Donc bien sûr. pourquoi est-ce que Moi, finalement on s'est retrouvé dans cette situation aujourd'hui? C'est même le sens premier, le moteur premier de mon engagement. C'est-à-dire que moi, je suis étudiant, j'ai été étudiant il y a quelques temps de l'université de Rennes 1, j'ai été étudiant boursier, j'ai eu un logement en cité universitaire pendant 5 ans. Donc la garantie d'autonomie, ça vous intéresse? Évidemment, mais ça a déjà été travaillé. Et ce qu'on a mis, et quand je vous dis que c'est le moteur de mon engagement, c'est parce que j'ai estimé avoir reçu beaucoup de l'État que je me suis engagé dans la politique. Mais est-ce qu'il faut un revenu pour tous, sans condition, ni de réussite? Je me suis permis de lister quand même, parce que le bilan, il faut toujours s'appuyer sur un bilan. Ce qui a été fait, déjà, c'est les résultats de la lutte contre le chômage. C'est le plan Un jeune, une solution. Ça, je crois que personne ne peut le nier. C'est les 700 000 contrats d'apprentissage. C'est les 89 000 places supplémentaires à l'université. C'est les 217 € pour la sécurité sociale étudiante prise en charge. C'est la garantie visale. C'est 250 € d'aide exceptionnelle pour les étudiants. C'est le repas à 1 €. Mais c'est long. Et je peux me permettre, monsieur le maire du Rhône, je finis. Et pardon, il y a la gratuité des moyens contraceptifs dont on parlait et la gratuité des protections menstruelles pour les femmes de moins de 25 ans également. Et oui, il va falloir continuer, mais je ne peux pas laisser dire que rien n'a été fait, au contraire. Mais en revanche, ce que je peux constater, c'est que les alliés du maire du Rhône ont voté contre tout ça et les étudiants ne s'en On va lui donner la parole à monsieur Barbier de Clodo. Il m'attaque, je vais vous laisser la parole, mais en fait c'est insupportable, il m'attaque tout le temps. Alors, les syndicats étudiants, eux, demandent le prolongement, par exemple, des repas au Crous à 1 €. Est-ce que ça fait partie des positions que vous défendez? Effectivement, les repas à 1 € au Crous, c'est pour les plus défavorisés, c'est nécessaire parce que tout le monde doit pouvoir se nourrir et tout le monde doit pouvoir se loger convenablement. Donc nous sommes pour, chez Reconquête, le développement des logements Crous et surtout leur remise en état pour que les gens et les étudiants aient des conditions de logement suffisamment agréables. Il faut que vous sachiez que chez Reconquête, on est pour le maintien des bourses pour les plus défavorisés. C'est très extrêmement important. Par exemple? Éventuellement les revalorisant, les adaptant surtout au coût de la vie, c'est ça qui est important. Alors, 4% l'année dernière. Absolument. Les conditions d'octroi, par contre, des bourses chez Reconquête, elles seraient plus strictes. Par exemple, un seul redoublement possible dans les 3 premières années, parce que c'est pas normal que pour avoir une licence, on mette 6 ans pour la faire. À mon avis, c'est qu'on ne fait pas que travailler. Donc, un seul redoublement possible, sinon on coupe les bourses. Et suppression des bourses pour les fauteurs de troubles. Vous savez qu'à Rennes 2, par exemple, il y a des élèves qui ont été empêchés de passer des examens. Leurs cours ont été saccagés, etc. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Et nous, on veut plus d'ordre dans les universités. Et c'est une des déterminations de Reconquête du parti d'Éric Zemmour. Est-ce que vous partagez l'avis de Reconquête, en tout cas, sur le fait d'aider ceux qui sont plus dans le besoin et de ne pas forcément distribuer une aide à tous? Oui, naturellement. Moi, je suis pour l'augmentation des bourses. Je suis également pour l'augmentation des APL pour les étudiants boursiers. On parle d'APL automatique? Sous condition de ressources, voilà, ou automatique? Moi, je pense que tous les boursiers doivent avoir une augmentation de l'allocation logement. Donc uniquement réservé aux boursiers? Oui, tout à fait. Donc sous condition de ressources, pas d'aide à l'ensemble des étudiants inscrits. Non, mais vous voyez, il y a déjà le repas à 1 €. Le repas à 1 € est inscrit pour les boursiers et il y a son utilité. Vous savez, très rapidement, les jeunes aujourd'hui, ils me disent on va sur les applications qui luttent contre le gaspillage alimentaire de façon à avoir des paniers à 3,90 € et parfois on a de la chance, on a du bon, on a du beau dans ces repas. C'est dramatique. Notre jeunesse a vécu des moments dramatiques avec cette crise sanitaire. C'est vrai. Et il faut effectivement leur venir en aide. On ne peut pas les abandonner comme cela. Ce seront eux demain. C'est me permet de signaler qu'il y a eu 415, et c'est vrai, je suis complètement d'accord avec ce que vous décrivez. C'est aussi les retours qu'on a sur le terrain depuis 2 années. Ça a été très compliqué. Il va falloir suivre ces générations. Il y a eu 415 nouveaux logements, nouvelles places en cité universitaire aussi en Bretagne. Et vous parliez tout à l'heure de la rénovation de l'ensemble. On a un plan avec la région Bretagne, le plan État région Bretagne, présidé par Loïc Chenet-Girard, où justement il y a d'ici 2024 la rénovation de 100% du parc. Donc il y a parfois consensus sur certains sujets aussi. Bien sûr. Moi, c'est bien, il faut le dire. Ce que je vois sur ce plateau, c'est le manque de confiance dans la jeunesse. Mais pourquoi? C'est les conditions, Si vous n'avez rien compris à ce que j'ai etc. raconté, Je pense que c'est un investissement. Si on manquait de confiance en la jeunesse, je ne serais pas sur le plateau. Non, mais en fait, je suis aujourd'hui, je me fais porte-parole des jeunes. Une garantie d'autonomie universelle, une garantie d'autonomie universelle. La première solution, c'est la diminution du taux de chômage des jeunes. C'est celle-là. Non, c'était pas baisser les APL, monsieur Bachelier, dans les premières décisions du gouvernement. On vous laisse conclure sur ce thème. Non, je pense qu'il faut vraiment refaire confiance à la jeunesse.
Mais arrêtez de refaire confiance à la jeunesse avec cette autonomie, avec cette garantie d'autonomie qui résoudra quand même beaucoup de sujets. C'est pas supportable de voir des étudiants être obligés d'aller à l'épicerie sociale pour manger le soir. C'est pas normal. On est dans un pays riche. Tous ce constat. Je ne vois pas pourquoi vous en parlez, puisqu'on a déjà parlé et qu'on est d'accord. Alors, vous êtes d'accord sur ce point, donc sur cette situation qu'il va falloir améliorer. Avant de conclure ce débat, je vous propose une dernière question qui va être posée à chacun d'entre vous en une phrase, en 30 secondes. Vous avez un chrono s'affiche. Vous allez nous dire quelle est la première proposition de loi que vous défendrez à l'Assemblée. Florent Bachelier. Moi, il y a le plein emploi, il y a l'investissement massif dans l'école et il y a la transition à une planification écologique d'urgence. Mais le premier, pour moi, c'est rebâtir un service public de la santé, du soin et de l'accompagnement. Quand je dis accompagnement, c'est grand âge, handicap physique, handicap mental. On a encore beaucoup de chemin à faire, on a fait pas mal de choses, mais il faut vraiment poursuivre et recréer un service public entier et mettre un petit coup dans la fourmilière du ministère de la Santé, si je peux le dire ainsi. Voilà. Michaël Boulou, une première proposition à défendre ? Tout à fait. Moi, député d'Union de la gauche et des écologistes, je défendrai une grande loi sur les énergies renouvelables pour que nos enfants puissent continuer à bien vivre. Parce que le réchauffement climatique, il est là, même ici. La forêt de Rennes, elle brûle. On n'a plus d'eau. Parce que le gouvernement a été condamné pour inaction climatique. Il est urgent d'agir. Et moi, je serai un député qui veut changer les choses et qui les changera. Merci beaucoup. Maëlle Tournade, c'est votre tour. Oui, alors si vous me faites confiance le 12 juin, moi je souhaiterais toucher la législation sur le logement, notamment en proposant un renouvellement du parc des bailleurs sociaux, avec une obligation à 15% de ces bailleurs sociaux qui aujourd'hui n'est pas suffisante pour les étudiants de moins de 30 ans, pour les jeunes de moins de 30 ans, parce qu'aujourd'hui c'est que 8%. Et en contrepartie, il y aura un allègement fiscal pour ces derniers. Et je fais pleine confiance à ces bailleurs sociaux pour respecter les normes environnementales, justement pour s'inscrire dans une volonté de développement durable qui ne soit pas une écologie. Merci. Rodolphe Yavory, priorité numéro 1. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une inflation de 7%. Les matières premières augmentent considérablement, entre 15, 20, 30%. Les distributeurs n'ont pas encore répercuté les prix. Cela arrivera très certainement juillet, août, voire même septembre. Moi, je proposerais à ce qu'on gèle les prix de paniers non alimentaires et alimentaires, de manière à ce que le pouvoir d'achat puisse rester dans la poche des Français. Et enfin, Monsieur Barbier de Préaudeau. Moi, j'aurais trois axes de travail majeurs. Le pouvoir d'achat, c'est fondamental qu'à la fin du mois, les gens aient encore un petit peu d'argent pour vivre correctement. Ensuite, ce sera la sécurité et l'immigration, parce qu'en termes de sécurité, on va très mal, y compris à Rennes, puisque vous savez que la CGT vient de faire appel pour la compagnie de bus de la ville de Rennes. Ils veulent faire appel à la police parce qu'il y a beaucoup d'actes de délinquance et expulsion des immigrés délinquants. Et enfin, l'écologie, puisque l'écologie doit être une préoccupation majeure en ce qui nous concerne et en ce qui concerne les générations à venir. Merci à tous pour votre participation à ces débats. Merci beaucoup Céline. Avant de conclure, je rappelle que d'autres candidats ont fait connaître leur intention de se présenter à ce scrutin dans la 8e circonscription, à ce jour par ordre alphabétique. Carole Dolu, le Parti breton, Kamel Elayar pour l'Union des démocrates musulmans français, Guillaume Gomez pour le Parti animaliste. Joël Legal pour l'Union démocratique bretonne, Marianne Louten pour le Rassemblement national et Fabrice Lucas pour Lutte ouvrière, une liste qui n'est encore pas définitive puisque la clôture des candidatures est fixée au 20 mai prochain. Direction maintenant les Côtes d'Armor avec Robin Durand pour 2 nouvelles circonscriptions.